Bonjour, je m'appelle Jean-Noël, je suis musicien, ingé son et producteur et j'habite en Thaïlande depuis 6 ans, un peu plus de 6 ans maintenant. Et ici j'ai fait un complexe musical avec un studio d'enregistrement et deux scènes dans le jardin où j'organise un festival chaque année. Et voilà, je fais principalement de la musique, je donne un petit peu de cours de musique et je joue dans quelques groupes et j'enregistre. Je faisais plus ou moins la même chose, j'étais aussi musicien. Je jouais dans quelques groupes de musique et j'avais aussi mon studio d'enregistrement en France. Du coup, quand je suis venu là, en fait, c'était juste pour pour être dans la jungle, en faisant de la musique sans déranger trop de monde, parce que j'habitais à Montpellier avant, en ville, et ça pouvait peut-être déranger, mais c'est pas la seule raison pour laquelle je suis venu ici. Et j'avais des attentes, alors plus au niveau de la musique, parce que j'étais venu dans l'espoir de faire un nouveau groupe et de pouvoir partir en tournée assez facilement comme je le faisais en France. Et je suis pas sûr que ce soit relié à la Thaïlande elle-même, mais plutôt à Koh Phangan, puisque c'est une île un petit peu touristique. Du coup, les musiciens ici sont un petit peu plus, un peu moins dans l'idée de faire un truc à long terme, de faire un groupe artistique, mais plus de faire de la musique pour de l'argent directement dans des bars ou des choses comme ça. Donc, quand je suis arrivé, j'avais déjà des plans avec des gens pour commencer un groupe, mais en fait, j'ai dû au final faire 28 groupes depuis 6 ans et ça, il y avait un couac à chaque fois. Donc au final, bon, ma solution maintenant là, c'est je fais mes morceaux et puis j'ai plusieurs musiciens et ils tournent et du coup quand les gens sont available, pardon, quand les gens sont disponibles, ils viennent avec moi en tournée ou sur certaines dates. Ça, c'était un petit peu ma plus grosse attente. Je sais que c'est un peu différent pour beaucoup de monde, mais vu que je suis venu ici et que je suis pour faire de la musique et que je suis musicien, c'était plutôt là-dessus. Après, des choses à laquelle je m'y attendais pas et qui arrivent ici, je pense que la liste est longue. Et aussi, je pense que c'est pas forcément relié juste à la Thaïlande, mais à Koh Phangan, le fait que ce soit sur une île un petit peu excentrée. Il y a des problèmes d'eau, par exemple. Ça m'est arrivé d'avoir 3 semaines sans eau du tout. Donc pour prendre des douches, par exemple, il fallait aller chez des potes ou des trucs comme ça. Ou des fois, pas de douche pendant plusieurs jours. Et avec la chaleur ici, c'est un peu compliqué. En tête, j'ai pas d'autres exemples qui m'ont un peu plus marqué que l'eau, mais ouais, c'est la plus grosse alors déception, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas surprise. C'est l'approvisionnement en eau pour se doucher, hein, pas pour boire. Pour boire, je savais qu'on peut pas boire dans l'eau du robinet, mais ouais, la pénurie d'eau et qui arrive chaque année autour de son crâne et qui dure en plus chaque année de plus en plus grande. Un de mes frères habite ici à Koh Phangan depuis vraiment très longtemps. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois 14 ans ou 16 ans, un truc comme ça, très, très longtemps. Il m'a demandé plein de fois de venir. Moi, j'avais mon groupe en France qui marchait plutôt bien, on tournait beaucoup et je pensais pas trop venir, même en vacances, jusqu'au jour où il me dit qu'il me paye mon billet pour venir le voir. Ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas vu et comment refuser une offre de venir en vacances gratuitement en Thaïlande. Alors bon, je suis venu et en fait je suis tombé plus ou moins amoureux de cette île et j'avais déjà commencé à parler à mon groupe de venir ici, pas forcément pour y habiter mais pour au moins venir en vacances, même peut-être venir jouer ici, donc on viendrait en vacances et faire une tournée en même temps. Et puis ça s'est pas fait et mon groupe s'est arrêté. Un groupe avec lequel j'étais pendant 13 ans, donc c'était un petit peu toute ma vie qui a un peu arrêté et j'ai beaucoup aimé l'île ici. Je suis revenu 2 fois en vacances et après ça, donc 3 fois en tout, et au bout de la 3e fois, je me suis dit bon, je savais pas trop quoi faire de ma vie, j'avais quand même beaucoup de chansons aussi de côté et je me suis dit je vais venir ici faire quelque chose pour la musique à Koh Phangan. En même temps, je pensais faire un nouveau groupe ou un album solo. Je ne savais pas trop quoi encore, donc les nouveaux groupes ça a été compliqué comme j'ai dit avant.
Et du coup voilà, je fais mon album solo ici et je suis venu, la motivation ici c'est que je suis tombé amoureux de l'île et l'idée d'être dans la jungle et de pouvoir faire mon studio dans la jungle et aussi d'avoir un grand espace pour pouvoir faire soit une salle de concert ou là j'organise un festival, mais j'ai quand même du coup une des deux scènes qui est ici de manière permanente, donc toute l'année, donc je peux organiser aussi des concerts ou des événements culturels de temps en temps dans mon jardin du coup, mais qui est plutôt grand. C'est quand même beaucoup moins cher d'habiter dans un grand espace ici dans la jungle que en France ou en Europe. Donc ouais, c'était un petit peu le changement, nouvelle vie et motivation ouais, pour faire quelque chose de nouveau, même si ça reste dans la musique. Alors les premières impressions, déjà quand on arrive, en général on arrive à Bangkok et il fait très chaud et on est dans la ville. Donc j'ai l'impression, à Bangkok, je me rappelle la première fois, j'avais vraiment l'impression d'être dans Paris mais en pire. Paris est pas quelque chose. Enfin, j'aime pas me retrouver dans Paris pendant très longtemps. Je suis arrivé à Bangkok, c'était ça, 10 fois pire parce que du coup les gens parlent pas français. Après, je suis arrivé ici à Koh Phangan. Ma première impression, quand même, j'ai été assez étonné en bien. J'ai trouvé ça super beau. J'avais l'impression d'être dans un film, ou même pire qu'un film, on va dire, même un espèce de dessin animé, un film d'animation où tout est beau. Je sais plus le nom. Vainé, je sais plus le nom de ce genre de film d'animation, mais où tu as l'impression que c'est pas réel, on est dans une fausse île, c'est un peu le paradis. Ou alors j'ai beaucoup aussi comparé cette île à le pays imaginaire dans Hook, dans Peter Pan. Et c'est vrai que mes premières impressions étaient vraiment positives. Au niveau culturel, j'ai toujours aimé, vu qu'avec mes groupes en France, je tournais déjà beaucoup, même pas que en France. J'aime beaucoup l'idée de voir des nouvelles cultures, et là, une nouvelle culture vraiment encore plus différente que j'avais vue avant. Mes premières impressions étaient positives. Donc je pense que un des plus grands défis, c'est le problème de l'eau que j'ai abordé avant. Donc pour ça, j'ai dû le faire moi-même. Donc j'ai dû apprendre à comment faire des tuyaux et puis à savoir comment faire tout un système d'eau pour que l'eau puisse passer ici. J'ai aussi construit ma maison. J'avais jamais fait de genre de trucs comme ça avant. Donc du coup, la solution, c'est YouTube. Je suis allé voir des tutos sur internet, comment faire du ciment, comment construire un mur, et du coup j'ai construit ça. Des défis, il y en a beaucoup. Il y a tout ce qui est la question des visas ici, comment pouvoir rester en Thaïlande de manière légale. Donc pour ça j'ai dû aussi monter une compagnie et avoir un visa business. Et bon, c'est un petit peu compliqué parce que partout où on va, on dit des choses un peu différentes. Donc j'ai eu beaucoup de fois où pendant plusieurs années, il fallait que tous les 3 mois je sorte de Thaïlande et revenir. Beaucoup de monde connaissent ça ici, tous les expatriés, je pense, ont commencé par là, au moins pendant 1 an ou 2. C'est un petit peu compliqué parce que du coup, ouais, ça doit te faire quand même, ça te fait 5 jours où tu dois arrêter de faire tout ce que tu fais juste pour aller sortir et revenir juste pour un papier pour être là. Puis au final, on doit trouver quand même quelqu'un qui va t'aider à faire des papiers, un bon avocat. Donc j'ai dû changer beaucoup de fois d'avocat jusqu'à arriver aussi à quelqu'un qui vraiment aussi comprenne ce que je fais là, parce que c'est pas évident. Beaucoup de monde ici viennent pour faire vraiment plus en mode un business, ou alors des hôtels ou des trucs où c'est quelque chose de touristique. Ici, moi, ce que je fais, c'est pas du tout quelque chose de touristique, c'est quelque chose de plus artistique. Donc c'est un petit peu différent. Donc aussi avoir quelqu'un à l'écoute pour comprendre ce que tu fais et aller dans ce sens-là, et d'avoir quelque chose de légal tout en faisant pas quelque chose de, disons, de capitaliste ou de touristique. C'est un petit peu compliqué aussi. Les gens disent mais attends, ce que tu fais, ça fait pas ça gagne pas beaucoup d'argent, pourquoi tu fais ça? Parce que le but, c'est pas forcément de faire beaucoup d'argent, quoi. Donc trouver les bonnes personnes avec lesquelles s'entourer. Du coup, pour pouvoir être plus viable ici, parce que tout était beaucoup plus cher au final que ce que je pensais en arrivant ici, j'ai dû un petit peu repenser le logiciel, et c'est pour ça que j'ai commencé à donner des cours. Donc je donne des cours de musique, j'en donne beaucoup plus
que ce que je pensais, beaucoup plus même que mon corps peut le supporter, donc des fois même je fais des petits burn-out. Mais ouais, du coup je donne beaucoup de cours de musique pour pallier à ça et pour me permettre de continuer le studio, le Rockfest et de aussi tourner avec mes groupes. Je sais pas si c'est la question ici, mais je vais quand même parler de ça. Là, j'ai enfin réussi à trouver, à organiser une première tournée tout en Thaïlande, donc c'est que sur une semaine. Mais pareil, ça c'est pas viable financièrement. Si on arrive à se rembourser juste rien que le trajet, c'est déjà tout bon quoi. Mais pour pouvoir faire voilà ce genre de truc, c'est sûr qu'un boulot à côté, il faut quoi. Et donc du coup, pour pouvoir être en même temps légal pour pouvoir tourner, pour pouvoir faire des choses artistiques, il fallait que aussi mon boulot soit dans le milieu artistique et ouais, finalement les cours ça a été quelque chose de bénéfique et je continue encore un petit peu et ça a surtout commencé autour du Covid. Là au Covid les écoles ont fermé un petit peu, puis les gens ont essayé de trouver de nouvelles activités. J'ai eu un moment à 66 élèves en une semaine, c'est là que j'ai fait surtout un burn-out. Donc quand j'ai décidé de déménager ici, je me suis dit qu'il fallait que j'ai un petit peu d'argent. Du coup, je suis rentré en France faire une saison à vendre des beignets sur la plage. Du coup, j'avais un capital qui est pas bien grand, mais qui était, je pensais, suffisant. Je suis arrivé avec 11 000 euros et je pensais que pour débuter, ça allait puisque tout avait l'air si peu cher, alors qu'en fait c'est en surface où beaucoup de choses sont pas chères quand même ici, au niveau de manger, peut-être l'essence, tout ce qui est en fait nécessaire à la survie. Donc je dirais entre parenthèses que survivre ici c'est quand même beaucoup mieux que de survivre dans une grande ville ou de survivre en France ou quelque chose comme ça. Mais du coup, ouais, tout était un petit peu plus cher que ce que je pensais. Donc, ouais, j'ai dû vite, comme je disais tout à l'heure, trouver d'autres solutions, donner des cours. J'ai même, au début, j'ai commencé à faire, alors que c'est pas ce que je fais d'habitude, mais de la guitare en faisant des reprises et chanter dans des endroits ici, des hôtels 5 étoiles, etc. pour faire un peu d'argent. Et ça m'a encore plus dégoûté de la musique que donner des cours, parce que c'est vraiment jouer pour des gens qui en ont rien à faire en fait de toi. Donc ouais, du coup, je pense qu'il faut prévoir mieux que moi ce que j'ai prévu l'arrivée en Thaïlande. Je suis quelqu'un qui se débrouille un peu tout le temps quoi. Même en France, j'étais un peu en mode do it yourself, même avec mes groupes, etc. Ça a toujours marché. Puis je suis arrivé ici, j'ai quand même eu des difficultés, même si finalement là après 6 ans, je suis rentré dans les clous. Voilà, j'ai pas plus de questions techniques que ça, parce que justement je me suis pas trop préparé non plus quand je suis arrivé là. Je suis un peu arrivé en mode ouais, je pense que j'ai assez, allez on y va et on va voir comment ça se passe quoi. Donc 28 groupes, ça veut dire beaucoup de monde différent. Donc c'est souvent il y a beaucoup de raisons différentes. Donc certaines d'entre elles, c'est les attentes des gens là. Qu'est-ce qu'ils pensent ce que c'est que faire un groupe au final le temps qu'on doit y investir dedans. Donc certains pensent que c'est très facile et qu'il n'y a pas beaucoup de temps à y mettre pour répéter ou ce genre de choses, ce qui est faux, parce qu'il faut quand même présenter quelque chose d'assez correct pour être en public, et du coup beaucoup de monde abandonne en voyant le nombre d'heures à passer pour répéter, etc. D'autres personnes, parce que aussi la vie ici à Koh Phangan fait que des gens viennent et partent et n'arrivent pas soit à choper de visa ou alors trouver un boulot quelque part ailleurs en Thaïlande. D'autres raisons, et des gens qui pensent aussi qu'en faisant un groupe, parce que le genre de groupe que je parle, c'est pas un groupe de reprise, c'est vraiment un truc artistique et de composition et de préparer un set. Et donc ouais, c'est quelque chose qui se prépare sur la longueur. Ça prend peut-être trop de temps pour certaines personnes aussi, donc ils s'imaginent qu'on fait un groupe pour faire de l'argent, alors que c'est pas ça le but premier, même si normalement si tu fais de la bonne musique et que tu joues bien, etc., peut-être que l'argent pourrait arriver au bout d'un moment. Mais ouais, les attentes de chacun sont différentes. Il y a des problèmes d'incompréhension, même de langage, des fois, donc c'est compliqué aussi au niveau de la communication.
Il y a plusieurs points là-dessus. Déjà, il y a la barrière du langage. Donc déjà, c'est pas la même chose avec quelqu'un qui va très bien parler, par exemple, anglais, avec quelqu'un qui parle moyennement anglais et quelqu'un qui parle pas du tout anglais. Donc quelqu'un qui parle pas du tout anglais, je parle un petit peu thaï. Par exemple, mes voisins sont des gens très gentils, compréhensifs et sans parler en anglais, pardon, on arrive à communiquer et beaucoup se fait beaucoup de communication se fait même juste dans le sourire ici. Donc s'il y a des incompréhensions, souvent il va y avoir juste un sourire. Et du coup, c'est beaucoup mieux que des incompréhensions qui peuvent être peut-être dans un autre pays ou en France. En France, si quelqu'un comprend pas, quelqu'un nous parle anglais et on comprend pas, on va dire qu'est-ce qu'il veut celui-là, dégage, sale roast beef. J'exagère un peu, mais ici, ça va dépendre des fois. Hein. Une fois encore, on est à Koh Phangan et on est dans un endroit où on n'est pas dans la ville, donc il y a aussi ce côté-là de plus accueillant. Donc du coup, ce truc du sourire aide beaucoup. Si tu souris pas en retour, par contre, ça peut des fois amener à des problèmes aussi. Donc c'est important de savoir que c'est dans la culture aussi ici. Le sourire aide beaucoup des fois à juste casser la glace, quoi. Avec des gens qui parlent moyennement anglais, on va dire des fois ça peut même être plus compliqué parce que du coup il peut y avoir des incompréhensions où tu crois que ton interlocuteur a compris, on va te dire oui pour un rendez-vous, pour quelque chose, et en fait pas du tout. Pour quelqu'un qui parle anglais, ça va être beaucoup plus facile, et là ça va juste être des fois peut-être des différences de mindset ou culturelles, mais qui sont au final très fixable, réparable avec la communication. Faut quand même être très patient ici. C'est vraiment voilà, comme je disais juste avant, le sourire et la patience, et savoir que ici il y a un petit peu l'expression ça baille qui est très proche du français où on dit ça va, ou là tout va bien, tranquille, ou voilà, rien n'est grave. Donc si pour toi quelque chose est grave, montre pas que c'est grave, juste prends-le et parle, communique et le sourire. Si tu réponds de manière un petit peu protestataire comme en France, ça va pas aider ici, quoi. Faut vraiment être patient et souriant, et c'est ça qui va aider à faire avancer les choses. Et ça, j'aime beaucoup, c'est aussi un petit peu dans mon mindset, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'aime la Thaïlande et j'aime ici, c'est que on va éviter les conflits. Et si jamais tu réponds par contre de manière pas très bien, il faut que tu saches que beaucoup de gens font du Muay Thai ici. Comme en France on fait du football, ici c'est du Muay Thai. Donc c'est pas la même réponse. Donc si jamais tu cherches des problèmes, vaut mieux pas trop, quoi. Mais en même temps, il y a ce truc de voilà, souris et sois patient et essaye de comprendre. Et puis si des fois tu comprends pas, c'est pas grave. Des fois il faut juste se remettre en question, quoi. C'est une question un peu complexe parce que oui, je pense que c'est pas le même rapport à l'argent que on a en France en tout cas, et ici en Thaïlande. Par exemple, quelqu'un ici en Thaïlande, s'il a besoin d'argent, il va demander à plein de monde de l'aide. Donc par exemple, t'as ta nièce qui a eu un accident et qui est à l'hôpital, tu vas être pas timide de demander à plein de monde est-ce que tu aurais 10 000 bahts à me prêter, blabla, et régulièrement. Et c'est quelque chose qui est pas bizarre, alors qu'en France on va demander à vraiment plus la famille proche ou quelqu'un de confiance. Donc il y a ça, et en même temps, en parallèle, il y a quand même beaucoup de monde qui viennent en Thaïlande pour faire des business, donc ils viennent avec du capital. Donc il y a aussi un peu l'image du farang, de l'étranger, qui vient avec de l'argent, donc il y a de l'argent. Donc il y a ces deux choses qui se mélangent, qui va faire que beaucoup de Thaïs vont en fait demander régulièrement de l'argent pour X ou Y raison. Et du coup, des fois, je sais que moi, par exemple, ils parlent pas français, donc je suis ok d'en parler ici pour un exemple, mais avec mes voisins, par exemple, ils m'ont demandé beaucoup de fois de l'argent. Et au bout d'un moment, ça m'a gêné. Et du coup, nos relations étaient un peu différentes. Mais au final, de mon côté, pas du leur. Quand j'ai compris, c'est ce premier truc dont j'ai parlé, que en fait, ils demandaient pas qu'à moi, ils demandaient vraiment à plein de monde. Et si tu dis non, eh ben c'est non. Puis ils vont redemander quand même 2 semaines après pour quelque chose de différent. Mais si tu dis non, c'est non et ils vont pas t'en vouloir.
Donc en fait, il y a deux choses à différencier. À différencier le côté business avec qui est forcément le côté business est motivé par l'argent, et ce côté-là de demande d'argent qui est quelque chose d'un peu naturel. Donc il faut vraiment arriver à séparer ces deux trucs-là, et c'est comme ça que j'ai réussi moi à le gérer et à plus me sentir mal à l'aise de dire ben non, j'ai pas d'argent à vous prêter, parce qu'à ce moment-là j'ai pas d'argent à vous prêter, qui à un moment m'a quand même, je me sentais un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, quoi. Donc ouais, je pense que c'est une question importante, ça, à savoir différencier ces deux trucs et à savoir comment réagir. C'est pas parce que tu dis non que des gens vont t'en vouloir, et aussi c'est pas parce que tu dis non qu'on va pas te redemander, mais ne te sens pas mal à l'aise, c'est dans la culture ici, quoi. Alors mes rapports avec les Français ici, je vais pas mettre les Français dans une case. Je vais pas vraiment, disons que je vais pas je m'inscris pas dans la communauté française ici, dans le sens où je vais pas aller forcément dans des endroits parce qu'il y a des Français, où je vois pas énormément de Français, sauf s'ils sont musiciens. Je suis plus dans la communauté musicale, moi. Donc déjà, j'ai du mal avec les Français qui vont parler français ici, surtout quand il y a des gens pas français autour. S'il y a que des Français, ça me dérange pas, mais s'il y a même juste que ce soit thaï ou même un expat mais pas français, je vais me sentir mal à l'aise, parce que j'aime pas quand on exclut quelqu'un. Et c'est vrai que alors bon, je vais parler sur des nationalités, ça va faire un peu raciste, mais les Français, on va dire, même les Israéliens et les Russes, on va dire, c'est les trois qui souvent vont se mettre à parler ou français ou russe ou hébreu, alors qu'il y a des gens autour. Et j'ai du mal avec ça. Donc j'évite, je vais pas dire j'évite pas les Français, mais j'évite les événements français. Quand c'est des trucs organisés avec des titres français, des soirées françaises, des endroits où il n'y aura que des Français, c'est vrai que je vais éviter. Derrière mon frère, ici c'est le paradis des Kaira. Après au niveau business, bon, moi je suis pas trop dans le business. Si on va dire la musique, dans le business de la musique, ça me dérange pas que ce soit des Français ou des pas Français. Est-ce que les Français sont solidaires entre eux ici? Je pense quand même qu'il y a une communauté française qui va des fois aussi s'aider ici. Ça peut arriver. Moi, j'ai aussi des frères ici, donc ils sont français, mais c'est avant tout aussi ma famille. Donc c'est vrai que si je suis vraiment dans la merde, etc., je peux compter sur mes frères. Donc est-ce que c'est compter ça comme la communauté française? Donc ils sont français forcément parce que c'est mes frères et je suis français. Mais bon, j'ai pas spécialement des rapports avec des Français très différents de ce qui sont pas français. Après, expats, j'ai quand même plus de rapports avec des expats quand même que avec des Thaïs, on va dire en général, parce qu'il y a plus de Thaïs, plus d'expats à Koh Phangan, je dirais, en tout cas dans le monde de la musique ou dans des gens qui parlent anglais, parce que je parle quand même plus anglais que Thaï, donc du coup j'ai quand même plus de bons rapports avec des expats, et ça se passe plutôt bien en général. Après, ici il y a beaucoup de touristes, et quand je vois des touristes français, je vais leur parler français et ça me fait quand même un peu plaisir. Ça dépend qui, hein, ça dépend quel genre de touriste. Mais je vais souvent aider des touristes français s'ils sont un peu perdus, etc. Ça va pas me déranger de parler français ou même de traduire pour les intégrer avec la communauté ici, qu'elle soit thaï ou expatriée, quoi. Bon, je commencerai par Koh Phangan, donc c'est là où j'habite. Après, une fois qu'on habite ici depuis des années, c'est plus aussi spectaculaire. C'est quand même très joli, toutes les îles. Et une ville qui n'a rien à voir avec les îles, c'est Ayutthaya. C'est là où tu vas avoir tous les ruines des anciens temples khmers. Et j'ai quand même été beaucoup touché et émerveillé par les ruines là-bas, par tous les, par la beauté du truc, quoi. Donc on peut trouver l'équivalent en France des ruines de châteaux ou ce genre de choses. Donc là c'est l'équivalent, mais c'est très différent. L'architecture est très différente et je conseille à tout le monde d'aller à Ayutthaya au moins une fois si vous venez en vacances en tant que touriste, ou même si vous habitez ici et que vous n'êtes jamais allé. Voilà. Après, je connais pas énormément de villes pour l'instant en Thaïlande, donc je suis jamais allé à Chiang Mai ou Pai. On m'a dit aussi que c'était très bien là-bas, donc je vais conseiller à y aller. Et moi, j'aimerais bien aller aussi à un moment, mais je peux pas vraiment conseiller là-dessus. Mais à Ayutthaya, je le conseille vraiment pour aller voir au moins une fois, quoi. Du
du coup aussi, moi, vu que je suis un petit peu plus dans le milieu de la musique, je connais pas mal d'endroits où il y a où c'est pas mal à visiter au niveau des musiciens ou des fans de musique, surtout dans le milieu du rock, du punk rock ou du métal. Beaucoup de choses se passent plutôt dans le nord de la Thaïlande. Là, je vais faire ma première tournée en Thaïlande le mois prochain, et du coup, tout autour de Bangkok, Pattaya, Nonthaburi, etc. Il y a beaucoup de grosses salles où il y a énormément de groupes plus ou moins connus ou underground, mais des bons groupes quoi qui sont en Thaïlande. Donc ça arrive pas trop dans le sud de la Thaïlande, ça c'est plus dans le nord. Dans le sud, ça sera plutôt justement ici dans l'endroit où je suis. Mais ouais, voilà, Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Pai, tout ça. Au niveau de la musique, beaucoup de choses se passent vers là-bas, et du coup je conseillerais les fans de musique d'un petit peu tendre l'oreille, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Thaïlande là-dedans. Il y a quelques festivals un petit peu qui se passent en Thaïlande, plutôt cool, comme je disais tout à l'heure, plus dans le nord, mais il y a le Phangan Rock Fest ici, que j'ai commencé en 2018, et que ce soit moi ou pas, c'est pas là ici, c'est pas en mode je veux faire une promotion parce que c'est mon truc, mais on a de plus en plus de gros groupes qui viennent, que ce soit de partout en Thaïlande, mais aussi des groupes internationaux, et du coup ça se passe une fois par an, et je conseille vraiment à ceux qui aiment la musique de venir à cette période-là, parce qu'aussi autour de la période du festival ici, du Phangan Rock Fest, on fait toute une tournée, donc aussi il y a le reste des salles en Thaïlande qui font des concerts à ce moment-là, donc c'est des mois intéressants à venir pour voir de la musique ici en Thaïlande, quoi. Alors les avantages ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de liberté de penser, on se sent moins jugé pour des pensées un peu divergentes, on a l'impression d'être un peu moins fliqué, dans le sens, ouais, il y a beaucoup plus de liberté. Là par exemple, c'est juste un exemple, mais la weed est légale ici, et ça ne l'est pas en France, et un avantage ici c'est le climat, il fait quand même beaucoup plus bon ici qu'en France. Je trouve que le côté liberté, surtout, en tout cas, peut-être que c'est pas, peut-être que c'est qu'une impression, ou c'est peut-être parce qu'on est sur une île, mais j'ai l'impression que je me sens plus en sécurité ici qu'en France. Par exemple, ici, on peut laisser des clés sur un scooter, aller dans un magasin ou à la plage, revenir, ton scooter sera là, quoi. En France, ça jamais ça peut arriver, quoi. Même ton vélo est attaché, tu vas revenir, il n'y aura que ta roue. C'est des trucs que j'ai déjà expérimenté. Et puis c'est aussi encore maintenant, hein, beaucoup de gens qui viennent ici en vacances ou pour quelques mois ou quoi, ils me disent qu'ils sont encore hallucinés de ça et que... Bon, alors la première, j'en ai un petit peu parlé avant déjà, mais c'est l'eau courante, que ce soit l'eau pour boire ou l'eau pour se doucher. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué ici qu'en France. En termes d'électricité aussi, en Thaïlande, même on peut voir sur les poteaux, les câbles électriques sont un petit peu bordéliques, et c'est vrai que des fois il y a des mini coupures de 2 secondes ou ce genre de truc qui peut un petit peu niquer un appareil. Je suis désolé, j'ai pas trouvé d'autres mots. Donc ouais, il y a quand même des petites machines et tout pour faire face à ça, mais c'est vrai que ça c'est un petit peu un inconvénient qui fait un peu chier. Pareil, la terre et tout, enfin, vu que les prises sont pas les mêmes, même si tu as la terre sur certaines prises, tu vas pas l'avoir un peu partout. Donc tout ce qui est eau, électricité, c'est un petit peu quand même, on a beaucoup plus de confort en France que ici. D'autres trucs un petit peu plus personnels, les Ben & Jerry. Donc j'en ai trouvé à Koh Samui l'année dernière, mais les glaces Ben & Jerry, c'est vrai que c'est ça qui m'a le plus manqué. Donc ça fait quand même quelques années que c'est introduit en Thaïlande, mais c'est pas partout encore. Donc il y a quelques produits qui se font importer maintenant, qui coûtent quand même cher, mais bon, au final c'est le même prix qu'en France, donc ça va. Mais c'est vrai que les habitudes culinaires et tout, des fois ça me manque un peu. Et donc je parlais des concerts tout à l'heure, donc je suis plutôt content qu'il y ait quand même de plus en plus de concerts et qu'il y en ait quelques-uns, mais c'est vrai que si on compare quand même
à la France ou aux pays occidentaux, il y a quand même beaucoup moins de concerts, en tout cas dans le milieu où je suis, dans le punk rock ou dans le metal ou les mots, beaucoup moins de concerts de bonne qualité ou de gros groupes ici qu'ailleurs. Donc c'est en devenir et c'est sur la bonne pente. Mais c'est vrai que des fois ça me manque de voir des concerts ou de partir en tournée comme je faisais en France, quoi. Après, je repars en tournée en France aussi en septembre avec mon groupe. Si jamais vous voulez voir ce que c'est, ça s'appelle Zephyr 21. Donc ça, je vais un petit peu pallier, donc ça va me faire du bien un petit peu de repartir en France. Puis à chaque fois qu'on fait le Rockfest ici et qu'il y a la tournée, j'ai un petit peu ma dose. Mais bon, pour l'année, à l'époque, je faisais ça un petit peu tout le temps. Donc ça, c'est vraiment personnel. Si quelqu'un peut se reconnaître là-dedans, c'est un petit peu différent. Mais ouais, les concerts me manquent. Je pense pas trop, je suis assez sceptique à propos de cette question. Je pense que, au contraire, je trouve que c'est moins dangereux ici qu'en France. Après, en tant qu'étranger, comparé si tu es thaï, peut-être, parce qu'il y a quand même un petit peu de racisme. C'est un petit peu pareil que dans tous les pays, il y a quand même des gens d'extrême droite et tout, donc ça peut être un petit peu dangereux. Et après, c'est vrai qu'il y a un petit peu de corruption avec la police, etc. Je pense qu'il faudrait... Enfin, moi, mon avis, c'est d'essayer d'être en dehors de tout ce qui est corruption. Si on te demande un petit peu d'argent ou des pots de vin, vaut mieux dire non et faire tout dans la manière légale, quoi. Après, je sens pas d'insécurité ici, quoi. J'ai vécu pendant longtemps sans clé, sans lock, sans pouvoir avoir même la possibilité de fermer ma maison. J'ai jamais été... introduit dans ma maison ou volé ou quoi que ce soit. J'ai jamais fait face à une bagarre ou ce genre de choses que j'ai fait face en France sans avoir cherché non plus, etc. Je pense pas. Après, bon, j'ai jamais entendu ça, mais bon, je peux peut-être comprendre. En fait, le truc, c'est que par contre, si tu te retrouves dans une histoire et que finalement tu fais de la prison, c'est vrai que les prisons ici, elles sont moins rigolotes qu'en France, on va dire. Donc, bon, ça dépend de là où tu te trouves. Après, peut-être je suis chanceux, je sais pas, mais je trouve que je me sens plus en sécurité ici qu'en France. Alors, dans ma vie, quand j'étais en France, j'avais vraiment pas de journée type parce que je vivais vraiment que de la musique et il y a tellement d'aspects différents. C'est-à-dire que des fois, je suis en tournée pendant un mois, des fois on est en studio, des fois on est en train de tourner des clips, des fois il y a des interviews, des trucs. Enfin, c'est jamais un peu la même chose. Puis en même temps, j'avais plusieurs groupes, donc c'était même différent. Et puis j'étais aussi ingé son. Enfin, j'avais vraiment pas de journée type. C'était toujours différent. Ici, j'ai quand même un petit peu ce côté-là, mais vu que je donne des cours maintenant depuis quelques années, j'ai quand même à des moments, enfin beaucoup de moments même dans l'année, hormis les vacances scolaires, mais j'ai quand même 4 jours de boulot où je donne des cours ou alors j'ai des enregistrements. Donc ces 4 jours-là, les 3 jours à côté, et c'est pas des journées types, c'est un peu les mêmes que ce que j'avais en France. Je décide un peu de ce que je fais, c'est un peu dans l'art. Ces 4 journées types, c'est du boulot où je donne des cours du début de la journée, quoi, je commence vers 11h du matin parce que je suis pas matinal, jusqu'à 7h du soir en gros, quoi. Puis je donne des cours et je coach des groupes aussi, donc même je donne des cours un peu, j'ai pas vraiment ça va dépendre aussi même des élèves ou de la manière dont ils apprennent la musique, parce que moi j'ai appris la musique tout seul. Donc j'ai pas vraiment un truc où non, on va apprendre comme ça et chacun pareil. J'essaye d'appréhender aussi, de voir quels sont les points où qu'est-ce qu'ils aiment faire. Par exemple, un guitariste, qu'est-ce qu'il aime jouer, et on va partir à partir de là et faire quelque chose. Donc je joue beaucoup à Age of Empires aussi, mais ça n'a rien à voir. T'es pas obligé de mettre ça. Ou tu peux, ça me dérange pas. Donc je suis arrivé ici dans l'idée que je serais célibataire toute ma vie. Et du coup j'ai eu quelques expériences à droite à gauche, avec des tailles ou des non-tailles. Tout se passait bien. Ensuite j'ai eu plusieurs copines qui ont duré longtemps. Une avec une indienne pendant 2 ans et demi. C'est bien passé. C'est là où j'ai commencé à parler anglais beaucoup plus. J'ai eu des expériences avec de copines avec une Russe qui était un petit peu compliquée, où ça m'a même fait peur pour même ma vie.
Et avec aussi une autre fille qui, elle, est aussi un mix de indien, chinois et canadien. Et là, j'ai eu vraiment peur pour ma vie. Et après ça, je me suis dit plus jamais. Et au final, je me suis retrouvé maintenant en couple avec une fille qui est à moitié thaï, mais qui est en fait anglaise. Elle est née en Angleterre. Et qui était mon amie depuis très longtemps ici et qui a suivi un petit peu tout mon parcours et en fait avec qui ça se passe très bien. Donc je sais pas si c'était un bon exemple de taille parce que même si on va dire au niveau de ses ancêtres ou même sa mère est taille, mais elle est née en Angleterre et elle a plus un mindset anglais ou européen et même elle parle un petit peu mieux taille que moi et avec un bien meilleur accent, mais elle parle pas taille couramment non plus. Donc on est quand même un petit peu dans le même esprit. Donc je n'aurais pas vraiment une réponse aux femmes thaï dans le sens où elle n'a pas la culture thaï. Donc je sais pas trop si c'est plus facile. En tout cas avec elle c'est facile. Les relations sont plutôt cool et compréhensibles. J'entends beaucoup ce mythe, alors pour asiatique plus que thaï, à chaque fois j'entends ce mythe. Peut-être parce que le féminisme est un petit peu moins développé ici, on va dire. Donc du coup, il y a un petit peu plus ce côté-là de la femme à la maison qui satisfait le mari. Après, c'est pas quelque chose dont moi je cherche et dont je suis d'accord avec. Donc j'ai pas été vraiment face à cette situation, mais je vois un petit peu autour de moi et c'est vrai que il y a plus de on va dire femmes au foyer ici que ce que je peux voir en France en ce moment. Mais bon, après c'est juste l'observation autour de moi et bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je suis pas sûr quoi. Moi, je gère pas très bien tout ça, donc heureusement que ma copine m'aide avec tout ça, quoi. Et aussi mon avocate et la comptable, quoi. Tu vois, comment je gère mon aspect financier pour pouvoir avoir de l'argent pour vivre. Comme je disais tout à l'heure, j'ai mes cours, quoi. C'est comme ça, c'est mon boulot. Après. Mais ça, que ce soit en France ou ici, je suis pas très financier related. Je gère pas ça super bien, quoi. Parce que des fois, par exemple, j'ai envie de chocolat et j'en achète alors que je devrais pas parce qu'il faut garder un petit peu, quoi. Alors le tourisme en Thaïlande n'est pas cher, ça je vais être d'accord. La vie en Thaïlande n'est pas chère. Ça va dépendre de ton point de vue parce que si tu travailles ici et que tu es payé avec ce que tu fais ici, finalement tu es adapté à la vie ici, donc tu es payé aussi pas très cher, enfin c'est adapté au prix ici, quoi. C'est un peu plus un mythe que ce qui est dans la réalité, quoi. C'est plus le tourisme, on va dire, qui est pas cher. Parce que si tu arrives avec un salaire français, par exemple, forcément tout ce qui est bouffe, logement, etc., c'est beaucoup moins cher. Si par exemple tu travailles quelque chose sur internet ou en ligne et que voilà, tu as un salaire qui n'est pas thaïlandais, c'est pas cher. Après, la vie est adaptée à l'argent qu'il y a ici. Donc si tu travailles ici avec un salaire de ici, au final c'est pas cher que ça, quoi. Tout est relatif en fait au final. Donc faut pas se faire avoir avec ce mythe qui peut être vrai quand on est touriste. Donc quand je suis arrivé ici en tant que touriste, je sortais beaucoup dans les endroits touristiques. Donc j'ai fait la Full Moon et puis même toutes les autres, la Half Moon et toutes les parties qu'il y a sur Koh Phangan. Mon avis dessus est que c'est intéressant à faire une fois. Je le fais plus trop maintenant, mais je fais visiter la Full Moon quand j'ai des groupes ou même juste des gens qui viennent ici. Ça m'arrive d'aller à la Full Moon. J'y suis allé en janvier là, mais bon, en général c'est plus pour faire un tour, faire visiter, voir ce que c'est et on s'en va. C'est un petit peu relié. Alors bon, je sais pas si c'est vraiment le sujet, mais par exemple à la Full Moon, même s'il y a quand même des gens qui viennent nettoyer le lendemain, moi ce qui me fait un petit peu de mal, c'est de voir un petit peu, tu vois, toutes ces bouteilles par terre jetées à la mer et tout ce côté pollution qui va avec cette soirée-là.
ces soirées-là, on va dire. Il y a d'autres aussi, il y a beaucoup d'autres soirées qui se passent ici. Et par exemple, il y a des jams, il y a un endroit qui s'appelle le Rasta Home où je vais assez régulièrement le vendredi. Et là, c'est des endroits beaucoup plus chill où il y a quand même beaucoup de monde, la vibe est super cool. Et c'est des endroits un peu plus éco-friendly et où je suis un petit peu plus à mon aise là-dedans. Après, bon, je suis pas, on peut pas dire que je sois vraiment un combattant pour que tout le monde soit éco-friendly. Mais je trouve quand même que des fois c'est un peu trop et ce côté nightlife des fois il y a un petit peu ce côté là de beaucoup de touristes qui s'en foutent que ce soit voilà du plastique et aussi un petit peu de la manière dont ils vont traiter les gens sur place ou même les locaux. Il y a beaucoup de gens, on va sûrement en parler tout à l'heure, mais des filles qui viennent de Lady Bar ou ce genre de choses et qui sont des fois un peu personnifiées et qui sont un petit peu moins bien traitées que si c'était une soirée en France ou quoi. Ou alors peut-être pas, je suis pas une fille en France donc c'est aussi peut-être compliqué là, mais ouais, il y a des trucs avec lesquels je suis pas trop d'accord, donc je traîne un petit peu moins là-bas, on va dire, juste en mode en visite, mais je reste pas toute une soirée à aller à ces endroits-là, quoi. Le tourisme infantile, donc c'est plutôt celui-là que moi j'avais en tête avant de venir et c'est celui-là que j'ai pas vu ici, en tout cas pas en face de moi. Après, si on parle de tourisme sexuel, je sais pas quelle est la limite, mais ouais, il y a quand même plein de monde qui viennent ici en mode pump it up, on va faire la fête et on va coucher avec des meufs. Donc oui, ça arrive. Donc je sais pas si c'est ça qu'on appelle tourisme sexuel. Dans ma tête, tourisme sexuel, cette phrase-là sonne mauvaise. Après, des gens qui viennent en vacances et qui couchent à droite à gauche, tant que tout le monde est consentant, en fait, enfin, il y a pas de problème. Tant que tout le monde est consentant, quoi. Alors les lady bars, est-ce qu'on peut comparer ça à de la prostitution? Je pense qu'on peut, en un petit peu plus soft, parce que du coup, comment ça se passe, c'est que les filles qui sont là ont le choix, elles sont là pour attirer des gens dans le bar. En fait, ça c'est leur job, elles doivent attirer des gens dans le bar pour que les gens consomment dans le bar. Et elles ont un logement, etc., quoi. Après, si elles veulent aller plus loin, elles peuvent et c'est leur choix. Donc les filles qui sont là, qui sont malheureuses, et je pense que c'est pareil, il y a de tout. Je pense qu'il y en a qui sont par choix, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup, une grosse quantité qui sont là parce que il y a besoin de faire de l'argent et c'est un moyen de faire de l'argent assez facile. Et quand t'es pas là par choix, forcément t'es malheureux, quoi. Après, la première année où je suis venu, j'ai traîné dans des lady bars, parce que j'étais à Bantaï, donc à Bantaï c'est là où il y a, ici à Koh Phangan, où il y a beaucoup de lady bars un après l'autre, donc perso je savais pas ce que c'était, puis je suis allé, puis j'ai discuté, puis j'ai trouvé les filles très très sympas, etc., quoi. Après moi j'ai pas utilisé ça en mode comment on dit ça, prostitution, etc., quoi, tu vois. Mais j'ai essayé de comprendre et de discuter, puis j'ai eu des bonnes discussions et du coup j'ai eu des gens qui ont dit qu'ils étaient là par choix parce qu'elles voulaient partir de Isan et d'une vie un petit peu monotone, et puis d'autres qui étaient là parce qu'il fallait faire de l'argent justement pour leur famille qui venait aussi de Isan. Donc Isan c'est un endroit en Thaïlande où c'est un petit peu l'endroit le plus pauvre de Thaïlande. C'est une grande région où il y a beaucoup de provinces dedans, si je me plante pas trop géographiquement parlant. Donc on va dire que ça dépend des gens, mais bon, c'est sûr qu'elles sont pas toutes là en train de faire ce boulot par plaisir, mais bon, c'est pareil pour d'autres boulots aussi, donc c'est un choix de boulot, c'est respectable aussi, quoi. C'est parce que enfin, Lady Bar c'est comme un autre boulot, et puis tu dois respecter les gens, peu importe le boulot qu'ils font, quoi. Bon, je n'ai pas eu beaucoup, mais j'en entends, et c'est plus en mode blague de mes amis ou de mon entourage, mais c'est des trucs que j'entends beaucoup, que la Thaïlande est réputée par exemple pour le tourisme sexuel. Ça c'est celui-là qui m'a le plus marqué, parce que c'est aussi, moi j'avais cette idée reçue-là avant de venir ici, et donc bien sûr ça existe, mais par contre c'est pas que ça existe à tout coin de rue, en fait. Moi je le vois pas en face de moi, quoi, mais après c'est sûr que je pense que ça existe, mais c'est pas la raison pour laquelle les gens viennent ici, et à Koh Phangan, enfin je vois pas ce genre de truc. Il y a cette idée reçue que les filles thaïlandaises ont un zizi. Comment savoir si une meuf elle a une teub? Tu prends un ballon, tu lui jettes à il ou elle, tu vois, et la personne susdite, si jamais elle contrôle le ballon poitrine, elle fait tête, elle fait plat du pied, elle te la remet, ça veut dire qu'elle a une teub. Écoute, ça dépend où tu vas, mais parfois c'est vrai. Et puis des fois ça peut juste être un petit bonus, quoi, tu vois, tout dépend de ton rapport avec le zizi. Le mec, je vous présente ma femme. Je crois qu'il y a un doute là. Beauté, mon amour.
Tu veux faire des gosses. Après, d'autres idées reçues sur la Thaïlande. Crudité, alors je l'ai entendu, mais depuis que j'habite ici, j'ai jamais entendu ça avant. Waouh, là je dirais que c'est vraiment le contraire. Ici, les fruits, enfin les légumes, ils sont directement depuis le jardin, quoi. C'est naturel, quoi. En France, t'as les OGM, tout est modifié. Donc, au contraire, moi je vais dire non. Les fruits, les légumes, d'ailleurs, je détesterais les fruits et les légumes en France. Et ici, j'en mange beaucoup plus. Et donc, je suis en bonne santé. Bon, je tousse un peu, mais je suis en bonne santé. Il faut au moins parler anglais. Et tu peux pas déménager ici si tu parles ni anglais ni thaï. Ça va être vraiment trop compliqué. Je conseille vivement de parler thaï. Juste il faut que tu t'imagines si quelqu'un vient en France et qui parle pas français, c'est compliqué. Et donc ici c'est la même chose. On a la chance ici dans les endroits touristiques en Thaïlande, donc dans les îles, de pouvoir parler anglais. Donc ça serait le minimum, anglais ou thaï. Deuxième chose, c'est ne déménage pas si tu n'es jamais venu ici. Et puis même si tu es venu ici que 4 jours, quoi. Il faut venir savoir comment un petit peu la vie se passe ici. Donc je conseillerais de au moins venir quelques mois, même si c'est en vacances, et d'avoir une idée claire et de prospecter, quoi, de préparer ce que tu fais. Si tu viens pour faire, si t'es en retraite, je pense que ça va. Je connais beaucoup de retraités, ils sont venus ici en retraite et ça va. Si c'est pour faire quelque chose, du business, etc., vaut mieux se préparer un petit peu à l'avance, voir comment tout marche et ne pas avoir les mêmes attentes qu'on a en France, quoi. Parce que beaucoup de choses se font différemment ici. Et oui, et surtout d'être vraiment très ouvert. Et si tu as des incompréhensions, ne t'énerve pas et essaye de penser à qu'est-ce que c'est. Il faut être patient, je pense. La patience est vraiment une qualité à avoir pour déménager dans un pays comme la Thaïlande. Waouh, je pense que non. Je pense que c'est du courage déjà de tout abandonner et de partir quelque part. Et surtout dans un endroit où c'est pas ta langue et ta culture. Non, je pense pas que ce soit facile de s'expatrier. Je pense que c'est difficile et il y a plusieurs fois où ça a été difficile. Il y a plein de fois où j'ai regretté. Il y a plein de fois où je me suis dit peut-être que je vais retourner en France, j'ai fait une erreur, etc. Bon, après, vu que je suis un peu têtu finalement, je voulais peut-être prouver quelque chose à moi-même, donc j'ai continué malgré les difficultés. Mais non, je pense que s'il y a un mythe qui dit ça, je connaissais pas ce mythe et je pense que ce mythe est complètement faux. Ça demande du courage et surtout d'arriver à rester. J'en connais beaucoup qui sont repartis, quoi. Mais je pense que de repartir, je pense que c'est encore pire. Je pense à l'intérieur, quoi. T'es plus apte à la dépression parce que t'as pas réussi en plus, quoi. Mais non, je pense pas que ce soit facile du tout de s'expatrier. Et je pense, et aussi ça m'a fait, je sais pas s'il y a une question là-dessus après, mais c'est quelque chose que je veux vraiment placer parce que c'est en rapport. En immigrant ici, en ayant eu tous ces rapports avec les avocats, les papiers, etc. Je sais que je suis retourné une fois en France pendant 3 semaines et j'avais un pote camerounais qui était dans la maison où j'étais, c'était une coloc et je lui dis ouais ça va bien et tout, tu fais quoi aujourd'hui? Il me dit je suis allé voir mon avocate et ça a fait clic dans ma tête là et je me suis dit attends, tu vas voir ton avocate, c'est pour tes papiers? Il m'a dit ouais. J'ai fait putain, mais j'ai entendu cette phrase tellement de fois en France et j'avais jamais réalisé à quel point en fait c'est compliqué d'être immigré, mais partout et en France aussi, quoi. Et du coup c'est compliqué aussi d'être immigré en France et c'est pareil pour ici, quoi. Et je trouve que des fois il y a beaucoup de discours envers les immigrés qui des fois sont pas forcément racistes mais qui sont un petit peu c'est facile d'être immigré, mais partout où t'es, en fait, c'est compliqué, quoi. Et ça double d'efforts pour tout ce que tu dois faire, quoi. Donc non, c'est compliqué de s'immigrer quelque part, peu importe les raisons, quoi. Ouais, j'ai plusieurs. Du coup, déjà, c'est de finir de construire ma maison et tout mon lieu ici, puisque j'ai un grand terrain et puis je construis petit à petit, mais il y a plein de trucs en bambou ou un petit peu fait à l'arrache. Du coup, il faut que je le fasse un peu mieux. Au niveau professionnel, là,
je vais enregistrer bientôt là, des nouveaux morceaux et puis je pars en tournée. J'ai repris mon groupe que j'avais en France avant, donc du coup je repars en tournée aussi en France. Puis ici quoi, moi mon objectif de toute façon ça serait de faire comme ce que je faisais en France, de vivre qu'avec mon art quoi, enfin mon art, j'aime pas appeler ça de l'art mais avec ma musique en tout cas. Et puis de continuer le festival ici, ce festival je trouve ça cool déjà, je le fais autour de mon anniversaire à chaque année. Et puis aussi ça me fait rencontrer plein de groupes, ça me fait rencontrer plein de gens et puis avoir aussi des groupes chez moi. Donc ça c'est les deux objectifs. À terme j'aimerais bien ne plus donner de cours de musique. Donc ça je le fais de manière temporaire mais ça fait déjà 4 ans que je le fais et puis je pense que ça va continuer jusqu'à ce que l'autre côté fonctionne un peu et puis si jamais ça fonctionne pas je vais continuer mes cours jusqu'à ce que j'ai 60 ans hein. On verra bien hein. On verra bien. C'est un petit peu ça les projets, on va voir quoi. Je suis épicurien. Alors j'ai appris à être patient et à pas compter sur les autres, mais c'est pas négatif quand je dis ça, c'est à pas me reposer sur quelqu'un. Dans le sens où en France j'avais l'habitude de si on dit on fait quelque chose, ok, on le fait et on s'y met et puis c'est fait directement. Ici il faut être très patient et avant j'avais pas, je pense que j'ai appris à énormément être patient depuis que je suis ici quoi, parce que il y a des côtés positifs et négatifs là-dessus, c'est-à-dire que du coup je fais moins de choses, on va dire moins de choses en ce qui me concerne artistique ou ce genre de choses, mais au final le fait d'avoir appris la patience, ça m'a aidé dans énormément de domaines de ma vie, pas que dans mes niveaux professionnels. Et aussi au final les choses que je fais, peut-être que je les fais de manière plus intelligente, parce que ça prend plus de temps à faire forcément. Et peut-être que c'est un peu mieux. Mais en tout cas je sais que pour moi personnellement et dans ma vie qui va dans, tous les jours, que ce soit avec mes relations avec les gens, j'ai énormément appris à être patient quoi. On évolue tous, donc depuis que je suis en taille, forcément il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ici, le fait que j'ai rencontré aussi beaucoup de gens avec des points de vue différents sur le monde, sur les religions, sur beaucoup de choses. J'ai beaucoup évolué donc dans la patience, comme je disais tout à l'heure, mais aussi dans la compréhension des autres idées. Tu vois, avant, s'il y avait des idées un peu extrémistes, je me fermais un peu et j'étais en mode mais pourquoi les gens ils pensent ça, blablabla et tout. Là maintenant, s'il y a une idée extrémiste, je vais être plus dans la compréhension et dans le dialogue. Ça va avec la patience, mais pas que. Je pense que c'est un autre mot pour ça. C'est un petit peu la compréhension et je suis plus dans la discussion et dans l'ouverture d'esprit, même sur des choses qui avant m'auraient un petit peu choqué et me dire mais comment ça se fait que quelqu'un peut penser comme ça ou ce genre de truc. Je suis plus ouvert sur des domaines où avant j'aurais été fermé, dans le sens où je pense que quelque part j'avais raison d'être fermé dessus, quelque part, mais en fait non, parce que du coup on fait pas changer les mentalités en se fermant, et en fait voir des cultures et des manières de penser tellement différentes qui ne vont pas forcément exister en France, parce qu'en France on est quand même on est tous dans une bulle, chaque pays est une bulle, même si t'as des gens plein différents, t'as quand même un mindset un petit peu le même, et ici de voir des mindsets complètement différents, fait que je pense que j'ai beaucoup c'est un petit peu vantard de dire ça, mais je suis un peu plus sage qu'avant, on va dire, dans le sens sagesse, tu vois, genre un sage qui va être plus silencieux et écouter des gens, et au lieu d'être dans la réponse directement et dans la confrontation, même si c'est juste communicative, plus être dans ok, donc pourquoi lui il pense ça qui me paraît complètement fou, et puis essayer de méditer dessus ou quoi, tu vois, et de voir ok, et pourquoi moi je pense directement, intuitivement quelque chose de différent, mais ne plus être dans la réponse directe et être plus dans l'écoute et dans la compréhension. Moi mon message final, ça serait je suis un peu anti-drapeau, dans le sens où je pense qu'on est une communauté mondiale quoi. C'est un peu utopiste comme idée, et en ce moment il y a des pays, donc je conseille déjà, si tu émigres quelque part, de connaître les lois du pays et de les respecter.
On vient pas ici pour tout changer, en tout cas pas tout changer d'un coup, et c'est la discussion qui fait que. Mais je conseille aussi d'être aussi compréhensif avec les immigrés dans ton propre pays, quoi. Si tu viens de France, j'imagine c'est plus pour la France, mais peu importe, même la Belgique ou d'autres, que tu sois toi-même immigré ou que tu côtoies des immigrés, enfin, on est tous pareils, on a tous les mêmes problèmes, quoi. Et moi, mon message, ce serait plus ça, quoi, enfin, de s'entraider, peu importe communauté française ou communauté mondiale. Je pense que c'est un peu ça, quoi. Et puis l'autre message plus relié à ma musique et pour faire ma promotion, allez écouter Johnny Christmas, c'est mon nom mais en anglais, Jean Noël, en anglais Johnny Christmas, sur les internets. Je sors des nouveaux morceaux bientôt, mais j'ai déjà un morceau sorti avec un clip sur le YouTube et à écouter sur les Spotify, donc n'hésitez pas. Et puis si ça vous tente que vous passez par la Thaïlande, que vous passez surtout en février, eh ben, venez au festival ici, au Phangan Rock Fest. Et puis voilà, quoi. C'est un peu mon dernier message. Mon message aussi, c'est faites l'amour, et même s'il y a un zizi. Pas comme ta meuf, puisqu'elle a une tub en fait. Mais mon frère, toutes les femmes, elles ont des particularités. Tu m'avais pas dit, toi, ta meuf, elle était relou, je sais pas quoi. Bon, bah, la mienne, elle a une petite tub, quoi. Avez-vous envie de briller sous les projecteurs de la chaîne Digitaille, tout comme un pas de taille parfaitement réussi qui illumine votre journée? Pour ça, rien de plus simple, il suffit de rejoindre notre newsletter accessible via le lien sous cette vidéo. De plus, ce sera l'occasion rêvée de promouvoir votre aventure, votre business, votre produit ou bien votre service directement dans la description de votre interview. Profitez-en car c'est gratuit, c'est-à-dire pas besoin de marchander comme au marché de Chatuchak.